Salut à tous, merci d'avoir cliqué. Je m'appelle Jacques. J'ai 29 ans et ma propre famille a ri pendant que mon demi-frère m'enfonçait un tournevis dans l'épaule. Avant de vous raconter le verdict final du juge qui a laissé tout le monde sans voix dans cette salle d'audience, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide à savoir que je ne suis pas seul. Le silence dans une salle d'audience est une chose lourde. Il n'est pas vide. Il est plein de tout ce qui n'a pas encore été dit. Il vous oppresse. Vous remplit les oreilles, fait que le son de votre propre cœur ressemble à un battement de tambour de la fatalité. Je me tenais droit, le dos douloureux, le regard fixé sur le juge. Son nom était le juge Thompson, un homme au visage taillé dans le granit et aux yeux qui ne rataient rien. Entre ses mains, il tenait un unique dossier manille, d'une minceur trompeuse, un document portant un sceau gouvernemental estampillé sur le devant à l'encre rouge vif. De l'autre côté de l'allée, ma famille était assise ensemble, un portrait parfait de solidarité inquiète. Ma mère, Eleanor, serrait un mouchoir à la main, tamponnant des yeux parfaitement secs. À côté d'elle, mon beau-père, Richard, la tenait par le bras. Sa mâchoire était serrée dans un regard de déception paternelle dirigé droit vers moi, et entre eux était assis Léo, mon demi-frère, mon agresseur. Il ne regardait pas le juge. Il me regardait, un léger sourire confiant aux lèvres. Le même sourire qu'il avait porté toute sa vie. Le regard qui disait « Je suis l'enfant prodige. Je gagne toujours. » Leur avocat, un homme astucieux nommé M. Davis, venait de terminer ses conclusions finales, me dépeignant comme un jeune homme instable, jaloux et excessivement dramatique qui avait exagéré une simple querelle familiale. Il a utilisé des mots comme « antécédent de colère » et de « recherche d'attention ». Ma famille avait acquiescé à chaque mensonge. Le juge Thompson s'est éclairci la gorge et le son a résonné comme un coup de feu dans le silence. J'ai ici, commença-t-il, sa voix basse et régulière, un rapport soumis par l'avocat de M. Jensen, fourni par son employeur. Il ouvrit le dossier. La pièce retint son souffle. Le sourire de Léo s'élargit un peu. Il pensait savoir ce qui allait arriver. Ils le pensaient tous. Il pensait que c'était le coup de grâce. Les yeux du juge parcoururent la première page. Son expression ne changea pas, mais un subtil changement se produisit. Un éclair de quelque chose. Surprise, respect. C'était parti aussi vite que c'était venu. Il leva les yeux au-dessus de ses lunettes, d'abord vers Léo, puis vers mes parents. Puis son regard se posa sur moi. Pendant un long moment, le monde entier sembla se réduire à l'espace entre son banc et ma chaise. Il commença à lire. Mais pour comprendre le poids des mots qui sortirent de sa bouche, pour saisir pourquoi ils retentirent comme des bombes dans cette pièce silencieuse, il faut comprendre que cela n'a pas commencé avec le goût métallique du sang dans ma bouche à 4 heures du matin. Cela n'a pas commencé avec la douleur lancinante dans mon épaule. Cela a commencé il y a des années. Dans le théâtre silencieux, poli et dévastateur de ma propre maison. C'était un mardi, je crois. Une de ces soirées de semaine sans particularité qui se fondent les unes dans les autres. Nous étions réunis autour de la lourde table à manger en chêne que Richard avait achetée après son premier grand succès en affaires. La table était un symbole, comme tout le reste dans la maison. Solide, chère et destinée à projeter une image d'unité familiale inébranlable. L'air était épais de l'odeur du poulet rôti et du parfum de ma mère. Léo, comme d'habitude, faisait la cour. Il agitait sa fourchette, racontant une histoire sur un contrat de vente qu'il avait décroché. Ce n'était pas un gros coup. Un client de niveau intermédiaire chez le concessionnaire automobile où il travaillait comme assistant de directeur des ventes. Mais à l'entendre raconter, on aurait cru qu'il venait de négocier la paix mondiale. Alors,
J'ai regardé. Le gars droit dans les yeux, dit Léo, se penchant en avant pour les faits. Dramatique. Et j'ai dit, c'est la meilleure offre que vous obtiendrez. Prenez-la ou laissez-la. Et vous savez quoi? Le gars a cédé, m'a serré la main. Sur le champ. Ma mère, Éléanore, lui a souri radieusement, son visage rayonnant. D'une fierté qu'elle réservait exclusivement à son premier-né. Oh, Léo, c'est merveilleux. Mon fils, un leader né. Richard, as-tu entendu ça? C'est un négociateur né. Richard a grogné son approbation. C'est ça l'esprit, mon fils. Agressif, décisif. C'est ce qui te fait avancer. Il a levé son verre de vin à la dernière promotion de Léo. Le mot est resté en suspens dans l'air. Promotion. Léo était assistant de directeur des ventes depuis 3 ans. Il n'y avait pas eu de promotion. Mais personne ne l'a corrigé. Dans cette maison, la réalité de Léo était la seule qui comptait. Nous avons tous trinqué. Mon propre verre n'a fait qu'un léger son. Plus tard, après que les assiettes de dessert eurent été débarrassées, Éléanore s'est tournée vers moi, son sourire devenant un peu plus serré, un peu plus forcé. C'était mon tour pour l'enregistrement. Superficiel. Et toi, Jacques, comment s'est passée ta semaine? Tout est stable. Dans ton petit travail gouvernemental? La condescendance était si naturelle, si ancrée, que je ne bronchais presque plus. J'avais appris à ravaler l'amertume. C'était bien, en fait, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. Mon équipe et moi venons de terminer un projet majeur. Nous avons réussi à déchiffrer des communications qui, eh bien, cela a permis de prévenir une menace de sécurité assez grave à l'étranger. J'ai omis les détails, bien sûr, la pièce insonorisée sans fenêtre où je travaillais. Les lignes de code infinies qui floutaient devant mes yeux, la tension viscérale de savoir que des vies étaient en jeu. Je leur ai juste donné la version édulcorée, adaptée à la famille. Richard a pris une gorgée de son vin, le faisant tourbillonner dans son verre. Ah, c'est bien, mon fils, dit-il, ses yeux se vitrifiant déjà. Ça a l'air compliqué. Tiens-toi à ça. C'est un emploi sûr. Une bonne retraite. J'imagine. Sûr. C'était leur mot préféré pour ma carrière. Sûr, stable, épars. Implication, ennuyeux, sans ambition. Rien à voir avec le monde à haut risque. De Léo, la vente de berline. Éléanore m'a tapoté la main. Son toucher était léger et désinvolte. Eh bien, c'est charmant, mon cher. Ne t'inquiète pas. Trop pour tout ce drame. Tu sais comment tu peux être maintenant. Léo me parlait de la nouvelle structure de commission qu'ils introduisent. Et tout à coup, les projecteurs sont revenus à leur place légitime. J'étais de nouveau invisible. J'étais assis là, un fantôme à la table de ma propre famille, les écoutant discuter des gains potentiels de Léo, de ses projets pour une nouvelle montre, de l'avenir radieux et sans fin qu'il voyait pour lui. Personne n'a posé d'autres questions sur cette menace de sécurité. Personne ne s'en souciait. Dans leur monde, mes victoires étaient abstraites et compliquées, tandis que celle de Léo était tangible et facile à célébrer. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Dans mon monde, la précision et le silence sauvaient des vies. Mais dans cette maison, mon silence alimentait leurs mensonges. Les réunions de famille étaient un champ de mine, surtout quand ma tante Carole était là. C'était la sœur cadette de ma mère, une femme qui transformait les amabilités en armes et tirait des commentaires passifs-agressifs avec la précision d'un sniper. Elle vous embrassait, vous disait à quel point vous aviez l'air merveilleux, puis chuchotait quelque chose à votre mère qui vous coupait l'herbe sous le pied. C'était Thanksgiving. La maison débordait de parents. Le niveau sonore, un rugissement joyeux et constant.
J'essayais d'avoir une conversation tranquille avec un cousin à propos du football quand tante Carole est tombée sur moi. Une part de tarte à la citrouille à la main. Jacques. Chérie, roucoula-t-elle, me serrant le bras. Ça fait tellement plaisir de te voir sortir de ta coquille. Ta mère s'inquiète, tu sais. Elle dit que tu travailles tellement dur dans ton travail si sérieux. J'ai forcé un sourire. C'est bon de vous voir aussi, tante Carole. Le travail est exigeant, mais je l'apprécie. Oh, j'en suis sûr, dit-elle, ses yeux balayant la pièce. Jusqu'à ce qu'il se pose sur Léo, qui charmait un petit cercle de parents. Éloigné avec une histoire bruyante et embellie. Son sourire s'élargit. Regardez-le. Léo est vraiment le rayon de soleil de cette famille, n'est-ce pas? Il a un tel don avec les gens. C'est dommage que vous n'ayez pas eu plus des mêmes gènes. Le commentaire était si parfaitement délivré, enveloppé dans un ton doux et concerné, que le dénoncé m'aurait fait passer pour le méchant. Alors, je suis resté là, le sourire figé sur mon visage. Plus tard, j'étais dans la cuisine pour prendre un verre d'eau quand je l'ai entendu parler à ma mère. Près de la cuisinière. Leur voix était basse, conspiratrice. Éléanore. Es-tu sûr que Jacques va bien? Demanda Carole, sa voix dégoulinant de fausse sollicitude. Il semble si retiré, si tendu. Il n'a pas la même nature insouciante que Léo. J'espère juste que tout ce travail gouvernemental ne le rend pas paranoïaque. Ma mère, un soupir long hélas. Oh, tu sais, Jacques, il a toujours été sensible. Il interprète tout. Il prend les choses tellement au sérieux. Je lui dis, détends-toi. Profite un peu de la vie, mais c'est comme parler à un mur. Richard pense qu'il se cache derrière son travail parce que, bien, tu sais, il n'est pas aussi doué socialement que Léo. Ma main se resserra autour du verre. Sensible, il interprète tout. Ce sont les mots qu'il utilisait pour écarter mes sentiments, pour invalider ma réalité. Il ne voyait pas un fils qui était systématiquement ignoré. Il voyait un enfant à problème qui refusait d'être heureux. Carole tapota le bras de ma mère. Bien, tu es une mère merveilleuse d'essayer. Ça ne doit pas être facile. Élever deux garçons si différents. L'un est un aigle qui plane et l'autre est, eh bien, un rocher stable, je suppose. Un rocher. Quelque chose à ignorer. Quelque chose sur quoi se tenir pour avoir une meilleure vue de l'aigle. J'ai reculé de l'embrasure de la porte avant qu'il ne puisse me voir. Je n'ai pas pris l'eau. La boule dans ma gorge était si épaisse que je n'aurais pas pu avaler de toute façon. Je suis sorti sur le porche arrière, respirant l'air froid de novembre, essayant de ralentir le battement de mon cœur qui s'emballait. J'ai réalisé alors que ce n'était pas seulement mes parents. C'était tout un système, un récit familial qui avait été soigneusement construit brique par brique avec Léo comme héros et moi comme le personnage de soutien étranger. Mossad. Et tante Carole en était l'architecte en chef. Le barbecue du 4 juillet était une tradition annuelle, une représentation obligatoire, toute la famille élargie, les voisins, les associés commerciaux de Richard. C'était le Super Bowl de ma mère, une chance de montrer sa maison parfaite, son jardin parfait et sa famille parfaite. L'air était voilé de fumée. Du grill et de l'odeur douceâtre de l'herbe coupée. La musique jouait des haut-parleurs cachés dans le paysage. C'était une image de bonheur suburbain. Mais pour moi, ce n'était qu'une scène plus grande pour la même vieille pièce. Léo était dans son élément. Une bière dans une main, des pinces dans l'autre. Retournant des hamburgers comme s'il était le roi de son petit royaume. Il racontait à tous ceux qui voulaient l'entendre sa promotion. Le mensonge avait pris de l'ampleur. Maintenant, il incluait un bureau d'anglais et un salaire plus élevé. Richard se tenait à côté de lui, rayonnant, lui tapant dans le dos.
C'est mon fils, disait-il à quiconque se trouvait à proximité. Je parlais à l'un des partenaires de Richard, un homme respectable nommé Georges, d'un récent voyage qu'il avait fait en Europe. Il m'a demandé ce que je faisais, et pour une fois, j'ai décidé de ne pas être vague. Je suis analyste principal pour une agence fédérale, ai-je dit, principalement l'évaluation des menaces. Les sourcils de Georges se sont levés. Waouh, ça a l'air intense. Ça doit être un travail gratifiant. Ça l'est, ai-je dit, une rare lueur de fierté réchauffant ma poitrine. J'ai d'ailleurs récemment reçu une félicitation, une certification fédérale que seul un petit pourcentage d'analystes parvient à obtenir. Avant que Georges ne puisse répondre, ma mère est arrivée, un plateau d'amuse-gueule à la main. Oh, Jacques, ne pas ennuie pas Georges avec tes histoires de travail compliquées, dit-elle avec un rire léger et enjôleur. Le genre de rire conçu pour paraître charmant mais qui sonnait comme une gifle. C'est une fête. Nous sommes ici pour nous détendre. Elle s'est tournée vers Georges, son sourire éclatant. Avez-vous entendu parler de la promotion de Léo? Il dirige pratiquement toute la division des ventes maintenant. Nous sommes incroyablement fiers de lui. C'est un vrai homme de contact, vous savez, pas bloqué derrière un bureau toute la journée. L'implication était claire. Mon travail était ennuyeux. J'étais ennuyeux. J'étais l'anti-Léo. Georges, à son crédit, avait l'air mal à l'aise. Il me lança un regard compatissant, mais la conversation était terminée. Éléanore l'avait ramené à la star de la famille. Je me suis excusé, mon visage en feu. Je me suis dirigé vers le bord de la pelouse, près des bois qui bordaient notre propriété. Je suis resté là longtemps, regardant simplement la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles, écoutant le rire lointain de la fête. Le son semblait étrange, comme s'il venait d'une autre planète. J'ai entendu des pas derrière moi. C'était Léo. Et, frérot, dit-il, sa voix un peu pâteuse. Il avait bu quelques bières. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne supportes pas que les projecteurs soient sur quelqu'un d'autre pour changer. Ils sont toujours sur toi, Léo, ai-je dit, ma voix neutre. Ils ne sont jamais pas sur toi. Il rit. Un son courait. C'est parce que je leur donne de quoi être fier. Une nouvelle voiture. Un record de vente, une promotion. Qu'est-ce que tu leur donnes, toi? Des histoires vagues sur le fait de sauver le monde que personne ne comprend. Tu es une telle reine du drame, Jacques. Il me donna un léger coup de poing sur le bras, mais il n'y avait aucune amabilité là-dedans. C'était un geste de domination. Maman a raison, continua-t-il, se penchant près de moi, son souffle sentant la bière et la fumée. Tu dois toujours tout prendre tellement au sérieux. Sois juste normal pour une fois. Il regagna nonchalamment la fête, me laissant là. Et c'est là que j'ai entendu la voix de ma mère, claire comme de l'eau de roche à travers la pelouse, parlant à tante Carole. Je ne sais juste pas quoi faire avec lui parfois, dit-elle avec un soupir dramatique. Mon fils adore faire une scène. C'était ça. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement cédé. Ce n'était pas un grand craquement, mais un claquement. Silencieux et net. J'ai réalisé alors que peu importait ce que je faisais ou ce que j'accomplissais. À leurs yeux, je serais toujours le problème. Celui qui était trop sérieux, celui qui faisait une scène. Cette phrase résonnerait dans ma tête pour le reste de la nuit. Je ne le savais pas alors, mais c'était une prophétie glaçante de ce qui allait arriver dans les heures les plus sombres du matin. Le sommeil ne venait jamais facilement dans cette maison. J'étais toujours sûr. Le qui-vive. Un bourdonnement sourd d'anxiété, mon compagnon constant. Alors, quand le fracas est venu d'en bas, je me suis réveillé instantanément.
Ce n'était pas un doux coup. C'était le son net et craquant de quelque chose qui se brisait. Violemment, mon horloge indiquait 4h02 du matin. Ma première pensée fut une intrusion. Je me suis glissé hors du lit, mon cœur martelant ma poitrine. J'ai rampé jusqu'à ma porte, l'ouvrant juste un peu. Le rez-de-chaussée était sombre, mais une lueur de lumière était allumée dans la cuisine. J'ai entendu des jurons gutturaux suivis du cliquetis de quelque chose en métal frappant le sol carrelé. Je suis descendu les escaliers, chaque pas un risque calculé. La maison était silencieuse, sauf la respiration saccadée venant de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil au coin. Ce n'était pas un cambrioleur. C'était Léo. Il chancelait au milieu de la pièce, éclairé par la lumière cruelle froide du réfrigérateur ouvert. Un verre brisé gisait à ses pieds et une flaque sombre qui sentait le whisky s'étendait sur le sol. Il était ivre, pas seulement un peu éméché par la fête. C'était un ivre mort, inconscient et imprudent. Léo, ai-je dit doucement. Qu'est-ce qui se passe? Il se retourna, ses yeux sauvages et flous. Quand ils se posèrent sur moi, ils se plissèrent avec un ressentiment familier et laid. Eh bien, ricana-t-il, ça. Voix un grondement sourd. Regardez ce que nous avons ici. Saint-Jacques. Descendant de sa tour d'ivoire pour juger le reste des mortels. Je ne te juge pas, ai-je dit, gardant ma voix calme. Mes mains levées dans un geste apaisant. J'ai entendu un fracas. J'ai cru que quelqu'un était entré. Oh. Tu aimerais ça, n'est-ce pas, cracha-t-il, faisant un pas maladroit vers moi. Quelque chose que tu pourrais rapporter, quelque chose que tu pourrais analyser, quelque chose pour te sentir important. Il cherchait une bagarre. Je pouvais le voir dans la ligne tendue de ses épaules. La façon dont il serrait desserrait ses poings. C'était plus que la bière du barbecue. C'était une colère profonde et empoisonnée qui couvait depuis des années. Léo, tu es ivre. Allons. Juste te coucher, ai-je dit, essayant de désamorcer la situation. Ne me dis pas quoi faire, rugit-il, sa voix se brisant. Il me pointa du doigt d'un doigt tremblant. Tu penses que tu es tellement mieux que moi, n'est-ce pas? Avec ton petit travail secret et tes beaux discours. Mais tu n'es rien. Tu sais ce que maman dit de toi. Je ne voulais pas le savoir. Vraiment pas. Mais il n'allait pas s'arrêter. Elle dit que tu es un fantôme. Il siffla. Son visage se tordait en un sourire cruel. Tu n'es qu'un fantôme dans cette maison. Tu te caches derrière ce stupide travail parce que tu sais que personne ici ne veut vraiment de toi. Tu es un trou noir de drame. Et tu gâches tout le plaisir. Chaque mot était un coup de poing dans l'estomac. C'était une chose de le ressentir, de le soupçonner. C'en était une autre de l'entendre dire à voix haute, jetée sur moi comme une pierre. Elle n'a pas dit ça, ai-je dit, mais ma voix manquait de conviction. Elle sonnait faible même à mes propres oreilles. Oh, si. Léo rit, un son amer et brisé. Elle le dit tout le temps. Elle est. Richard, il parle du fardeau que tu es. À quel point ils aimeraient que tu aies une vraie vie. Il était à un pouce de mon visage maintenant. Je pouvais sentir le whisky aigre sur son souffle. Je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas. Pas cette fois. Et toi, Léo, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. L'enfant prodige. Celui avec la grande promotion qui n'existe pas. Celui qui se soulève la cuisine en pièces à 4h du matin. Ils doivent être si fiers. Son visage a changé. Le brouillard d'ivresse a été consumé par une fureur pure et incandescente. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une haine pure. Tais-toi.
chuchota Théil. Sa main a jailli, non pas vers moi, mais vers le tiroir à ustensiles à côté de l'évier. Il l'a ouvert brusquement. Le son du métal qui cliquetait a rempli le petit espace tendu entre nous. Et puis je l'ai vu. Là. Lueur d'acier sous la lumière du réfrigérateur. Il avait un tournevis à la main. Un long avec une tête cruciforme. Le temps ralentit dans les moments de danger extrême. Il s'étire comme du caramel, chaque seconde s'étirant à l'infini. J'ai vu le tournevis dans la main de Léo. J'ai vu ses jointures blanches à force de serrer. J'ai vu la décision vaciller dans ses yeux au moment où il a choisi de franchir une ligne de non-retour. Ma formation a pris le dessus. Une petite voix calme au fond de mon esprit a commencé à passer en revue les protocoles. Évaluation des menaces. Armes. Identifier. Maintenir la distance. Désamorcer. Mais il n'y avait pas de distance. Nous étions dans une cuisine de 3 mètres sur 3 et il n'y avait pas de désescalade possible face à la rage qui émanait de lui. Léo, pose ça, ai-je dit, ma voix basse et ferme, ne trahissant aucune de la peur froide qui rampait maintenant le long de ma colonne vertébrale. Pose ça tout de suite. Il a juste ri. Force-moi, monsieur agent du gouvernement. N'êtes-vous pas entraîné pour ce genre de choses? Ou est-ce juste une autre de vos histoires? Il s'est élancé. Ce n'était pas un mouvement propre et maîtrisé. C'était un pas chancelant et ivre, mais tout son poids était derrière. Je me suis tordu, essayant de m'écarter, mais j'étais trop lent. J'ai ressenti un éclair de douleur intense et brûlante à travers mon épaule gauche. Ce n'était pas une coupure. C'était une perforation profonde, une brûlure aiguë et immédiate qui m'a coupé le souffle. J'ai poussé un cri de pur choc et d'agonie et j'ai trébuché en arrière, m'écrasant contre le comptoir de la cuisine. Mes jambes m'ont lâché et j'ai glissé jusqu'au sol carrelé et froid. Ma main a volé à mon épaule. Elle est revenue mouillée, collante et sombre. Du sang. Mon sang. Le choc était si intense que je pouvais à peine traiter ce qui s'était passé. Mon propre frère. Il venait de me poignarder. Et puis je l'ai entendu. Un son venant d'en haut. Une planche qui craque. Une porte de chambre qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe là-bas, au nom de Dieu? C'était la voix de Richard, épaisse de sommeil et d'irritation. Au secours! J'ai haleté, le mot à peine un murmure. Il m'a poignardé. Il y eut un silence. Puis j'ai entendu la voix de ma mère, étonnamment claire. Oh, pour l'amour du ciel, Richard. Ce ne sont que les garçons. Léo a probablement un peu trop bu. Léo se tenait au-dessus de moi, le tournevis toujours à la main, sa poitrine se soulevant. Il baissa les yeux sur le sang qui se répandait sur ma chemise, puis sur moi, et son brouillard d'ivresse sembla revenir. Je n'ai pas fait ça. Balbutia-t-il, et puis le pire son de tous, un son qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'au jour de ma mort. C'était des rires. Les rires de ma mère. Un rire léger, aérien, un rire cristallin et désinvolte. Écoutez-le, a-t-elle appelé depuis les escaliers, sa voix pleine d'amusement. Il a probablement glissé sur le whisky et est tombé sur quelque chose. Jacques, arrête d'être si dramatique. Tu vas réveiller tout le quartier. Dramatique? Le mot m'a frappé. Plus fort que le tournevis. J'étais par terre, saignant d'une blessure perforante infligée par son fils et elle me traitait de dramatique. Ma vision a commencé à s'embrouiller. Les bords de la pièce sont devenus flous. J'ai regardé. Léo qui regardait maintenant, stupéfait. J'ai levé les yeux vers le son des voix de mes parents.
Il ne descendait pas. Il n'appelait pas à l'aide. Il riait. Ma main chercha mon téléphone dans ma poche. Mes doigts étaient glissants de sang, mais j'ai réussi à le saisir. Je ne pouvais pas voir clairement l'écran. Tout était flou, mais je n'avais pas besoin de voir. Mémoire musculaire. Mon pouce bougea sur l'écran. Un code à 5 chiffres. Une seule pression de bouton. Un protocole de détresse pour les employés fédéraux. Un SOS. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne s'obscurcisse fut le regard d'indifférence totale sur le visage de mon frère alors qu'il se tournait et s'éloignait, me laissant sur le sol. La dernière chose que j'ai entendue fut ma mère disant à mon beau-père de juste revenir se coucher. Se réveiller fut un processus lent et douloureux. La première chose que j'ai enregistrée fut une douleur sourde et lancinante à l'épaule. La seconde fut l'odeur stérile d'antiseptique qui ne peut signifier qu'une chose, un hôpital. J'ai cligné des yeux, mes yeux s'habituant à la faible lumière d'une chambre privée. Une intraveineuse était scotchée à mon bras, un liquide clair s'écoulant lentement dans mes veines. Mon épaule était fortement bandée. J'ai essayé de m'asseoir, mais une nouvelle vague de douleur m'a traversé et je suis retombé sur les oreillers avec un gémissement. La porte s'est ouverte en grinçant et mes parents sont entrés. Ils ne ressemblaient pas aux parents qui avaient ri du haut des escaliers. Ils avaient l'air répétés. Le visage d'Eleanor était un masque d'inquiétude. Richard avait l'air grave et sérieux. Léo n'était pas avec eux. Jacques. Oh, Dieu merci, tu es réveillé. Eleanor souffla, se précipitant à mon chevet. Elle tendit la main pour toucher mon visage, mais je reculai. Sa main se figea en l'air. Le médecin a dit que tu iras bien, dit Richard, sa voix un grondement sourd. Il se tenait au pied du lit, les bras croisés comme un général inspectant un champ de bataille. Juste une vilaine perforation. Ils t'ont recousu. Je l'ai regardé, ma gorge trop sèche pour parler. J'attendis des excuses, une explication, n'importe quoi. Cela ne vint pas. Au lieu de cela, Eleanor tira une chaise près du lit et s'assit. Elle prit une profonde inspiration, du genre que l'on prend avant de prononcer un discours. Difficile mais nécessaire. Maintenant écoute, Jacques, commença-t-elle, sa voix douce et persuasive. Il y a eu beaucoup de confusion la nuit dernière. Les ambulanciers sont venus, la police. Tout était très chaotique. Léo m'a poignardé, raclé-je, les mots déchirant ma gorge irritée. Richard soupira, un long son exaspéré. Mon fils, nous devons être très clairs sur ce qui s'est passé. Vous buviez tous les deux. Léo a renversé une bouteille. Tu as glissé. Tu es tombé sur la boîte à outils qui se trouvait près de la porte arrière. Tu es tombé sur un tournevis. C'était un terrible accident. Je le regardais, mon esprit luttant pour comprendre l'audace du mensonge, la boîte à outils. Elle était dans le garage à 30 mètres de là. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit, ma voix reprenant un peu de force. Léo m'a agressé. Vous l'avez entendu. Vous étiez là. Nous avons entendu un vacarme, corrigea Eleanor doucement comme si elle expliquait quelque chose à un enfant confus. Et puis nous avons entendu ton cri. Au moment où nous avons compris ce qui se passait, tu étais par terre. Léo se sent vraiment mal à ce sujet. Il est un épave. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû nettoyer le déversement tous deux. Suite. Ils avaient construit une histoire, un mensonge soigné et plausible qui protégeait la seule personne qu'ils se souciaient de protéger. Ils n'étaient pas là pour voir si j'allais bien. Ils étaient là pour limiter les dégâts. Ils étaient là pour me donner mon rôle. La police voudra te parler quand tu te sentiras mieux, continua Richard,
son ton ne laissant aucune place à la discussion. Nous leur avons déjà donné notre déclaration. Nous avons juste besoin que tu la confirmes pour la famille, Jacques. Nous ne pouvons pas avoir de scandale. Pense à la carrière de Léo. Pense à la réputation de la famille. Ma carrière, ma vie, ma blessure. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai tourné la tête et regardé par la fenêtre. Le ciel était une aube grise et morne. À ce moment-là, j'ai ressenti une clarté froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le dernier fil d'espoir persistant que j'avais pour l'amour de ma famille, pour leur validation, était rompu. C'était parti. J'ai besoin de me reposer, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute émotion. Bien sûr, mon cher, dit Éléanore, le soulagement inondant son visage. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait que j'avais accepté. Nous te laisserons tranquille. N'oublie juste pas ce dont nous avons parlé. Un accident. Ils se levèrent et partirent, fermant doucement la porte derrière eux. Je restais là, écoutant leur pas s'estomper dans le couloir. J'étais seul, vraiment et complètement seul. Et pour la première fois de ma vie, cela me sembla être une force. J'ai cherché le bouton d'appel, mais je n'ai pas appuyé dessus. Au lieu de cela, j'ai soigneusement cherché mon téléphone sur la table de chevet. Ma vision était encore un peu floue, mais je pouvais distinguer l'écran. Un appel manqué d'un numéro non répertorié, la vérification de bien-être automatisée de l'agence, et un nouveau message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. Je suis allé dans mes contacts et j'ai trouvé le nom que je cherchais, un nom que je n'avais jamais utilisé que pour les urgences professionnelles. Clara Vance, conseillère juridique. J'ai appuyé sur appel. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ici Vance. Clara, ai-je dit, ma voix stable et claire. C'est Jacques Jensen. J'ai besoin de votre aide. J'invoque mon droit au conseil de l'agence. Je veux porter plainte contre ma famille. Moins d'une heure plus tard, Clara Vance est entrée dans ma chambre d'hôpital. Elle était exactement comme je me souvenais d'elle lors de nos réunions juridiques obligatoires. Nette, précise, et exudant une aura de compétence sans fioriture. Elle portait un tailleur noir ajusté qui semblait insensible aux plis et portait une fine mallette en cuir. Elle n'a pas offert de sympathie ou de platitude. Elle a offert quelque chose de mieux. L'action. Jacques, dit-elle avec un hochement de tête sec, ses yeux évaluant immédiatement la perfusion, les bandages, mon visage pâle. J'ai eu votre message. J'ai également reçu l'alerte automatique de votre signal de détresse à 4h05 ce matin. Elle a tiré la chaise visiteur près du lit, a ouvert sa mallette et a sorti une tablette. Votre SOS a déclenché une vérification de bien-être automatique à votre adresse enregistrée. Lorsque vous n'avez pas répondu à l'appel de suivi, les forces de l'ordre local et les ambulanciers ont été dépêchés. Ils vous ont trouvé semi-conscient sur le sol de la cuisine avec une blessure pénétrante à l'épaule gauche. Tout a été documenté. Une vague de soulagement si puissante m'envahit qu'elle faillit me faire vaciller. Je n'étais pas sûr que le signal soit passé. Je n'étais pas seulement un fils racontant une histoire que ses parents niaient. J'étais un employé fédéral qui avait activé un protocole de sécurité. Le jeu avait changé. Mais parents, ai-je commencé, mais elle leva la main. J'ai déjà examiné le rapport de police préliminaire, dit-elle, ses yeux fixés sur la tablette. La déclaration d'Éléanore et Richard Jensen affirme que vous avez glissé et êtes tombé sur une boîte à outils. La déclaration de Léo Jensen corrobore leur version. Il exprime de profonds remords pour l'accident. Elle leva les yeux vers moi, un sourcil levé.
Est-ce ce qui s'est passé? Non, ai-je dit. Le mot sortant avec plus de force que je ne l'attendais. Léo et moi nous sommes disputés. Il était ivre. Il a attrapé un tournevis dans un tiroir et il m'a poignardé. L'expression de Clara ne changea pas, mais elle prit note sur sa tablette. Le rapport des ambulanciers note l'absence de toute boîte à outils dans les environs immédiats de l'endroit où vous avez été trouvé. Ils ont également noté que les caractéristiques de la blessure sont plus cohérentes avec un coup direct qu'une chute. Elle reliait les points. Elle voyait la vérité. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas devenir fou. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Cela dépend de vous, dit-elle, son regard direct et inébranlable. Vous avez plusieurs options. Nous pouvons traiter cela comme une affaire familiale et laisser tomber. Nous pouvons demander une ordonnance restrictive. Ou, étant donné que vous êtes un employé fédéral habilité secret défense et qu'il s'agissait d'une agression délibérée, nous pouvons poursuivre cela dans toute la mesure de la loi. L'agence prend la sécurité de son personnel très au sérieux. Jacques, une agression contre vous est une agression contre l'institution. Elle m'offrait une issue, un bouclier. Tout le poids et la puissance du gouvernement des États-Unis. Ils ont ri. Elle chuchotait, le souvenir vif et à vif. Quand j'étais par terre et que je saignais, ils sont restés à l'étage et ils ont ri de moi. Clara resta silencieuse un instant. Son masque professionnel s'adoucit juste un peu. Alors. Il semble que vous n'ayez qu'une seule option, dit-elle doucement. Nous ripostons. J'ai déjà pris la liberté de demander une copie des enregistrements d'appel au 911 et des images des caméras corporelles des agents intervenants. Je vais également demander au tribunal un mandat pour tester le tournevis trouvé sur les lieux pour votre sang et les empreintes de Léo. Elle avait déjà 10 coups d'avance. Mes parents vont engager le meilleur avocat, ai-je dit, pensant aux poches profondes de Richard. Laissez-les faire, dit Clara avec un sourire mince et confiant. Ils peuvent engager l'avocat le plus cher d'eux. L'État spécialisé dans les divorces, mais il se présentera avec un couteau face à un pistolet. Ils pensent qu'il s'agit d'un drame familial. Ils ne comprennent pas que c'est maintenant une affaire fédérale. Elle fit une pause, puis ajouta un détail qui deviendrait crucial. Votre directeur, Coleman, vous salue. Il a déjà autorisé la divulgation de votre dossier de service au tribunal sous scellé. Il veut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. J'ai enfin compris. Ce n'était plus seulement mon combat. Et pour la première fois depuis que je m'étais réveillé dans cette chambre stérile, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais soutenu par une armée. Dans les semaines précédant l'audience préliminaire, mon monde s'est rétréci. J'étais en congé de maladie, logeant dans un petit appartement meublé que l'agence m'avait arrangé. Le silence était assourdissant. Pas d'appel de ma famille. Pas de message. C'était comme si j'avais cessé d'exister. La seule personne que j'ai contactée de mon ancienne vie était Ben. Nous étions amis. Depuis la maternelle. Il connaissait ma famille. Il avait été témoin d'innombrables dîners où Léo était célébré et moi ignoré. C'était la seule personne qui, je pensais, comprendrait. Je l'ai rencontré pour un café quelques jours avant l'audience. Je lui ai tout raconté, les mots jaillissant de moi. L'agression, le mensonge, les rires. Il écoutait, son visage tout en concentration. Quand j'ai eu fini, il a lentement secoué la tête. Mec. C'est n'importe quoi, Jacques. Sérieusement. Je sais, ai-je dit, le soulagement m'inondant. Tu me crois, n'est-ce pas? Bien sûr que je te crois, dit-il, mais il ne me regardait pas dans les yeux. Il remuait son café, qui était déjà plein de lait. Mais un procès contre ta propre famille
N'est-ce pas un peu extrême? Je veux dire, Léo était ivre. Les gens font des choses stupides quand ils sont ivres. Un œuf froid se forma dans mon estomac. Il m'a poignardé, Ben. Je sais. Je sais, dit-il rapidement. Et ce n'est pas acceptable. Mais ta mère m'a appelé. Elle est une épave. Elle a dit que cela déchirait la famille. Richard parle de la façon dont cela pourrait avoir un impact sur les actifs de la famille. Leur plan d'héritage. La mention de l'argent fut comme une gifle. Il ne s'agit pas d'héritage, ai-je dit, ma voix tendue. Il s'agit de ce qu'ils ont fait. Écoute, tout ce que je dis, c'est que peut-être il y a une autre façon, dit Ben, me regardant. Finalement. Une façon où tu n'as pas à tout faire exploser. Ton beau-père, il m'a offert une belle opportunité. Il veut investir dans mon entreprise de sous-traitance. Cela change la donne pour moi, Jacques. Et voilà. Le prix de notre amitié, le prix de ma douleur, un investissement commercial. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Il t'a acheté. Ce n'est pas comme ça. Insista Ben, son visage rougissant. Il pense juste que tu es irrationnel et il veut des gens autour de toi qui peuvent te faire entendre raison. Alors, tu vas être son porte-parole, ai-je demandé, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était une fureur froide et silencieuse. Tu vas rester là et les regarder me détruire pour un accord commercial? Il ne répondit pas. Il se contenta de regarder son café. J'ai jeté un billet de $10 sur la table. Profite de l'investissement, ai-je dit, et je suis parti sans me retourner. La trahison faisait mal d'une manière différente de celle de ma famille. C'était la mort silencieuse et insidieuse d'un lien que l'on croyait inébranlable. Cela confirmait ce que l'arrivée de Clara avait d'abord signalé. Mon ancienne vie était terminée. Tout le monde avait choisi son camp, et je me tenais sur le mien, complètement seul. Alors que je marchais dans la rue, j'ai réalisé que la trahison de Ben était un cadeau. Elle avait coupé mon dernier lien. Il n'y avait plus rien à perdre, et cela me rendait dangereux. Le jour de l'audience, la salle d'audience était exactement comme je l'avais imaginé au début de l'histoire. Mais maintenant, le vivre pour de vrai était surréaliste. Ma famille et leur avocat, Maître Davis, étaient déjà assis. Ils avaient l'air confiant, serein. Eleanor adressa au juge un petit sourire. Triste. L'image d'une mère éplorée contrainte à une situation impossible. Richard avait l'air sévère et protecteur. Léo avait l'air ennuyé, comme si tout cela était un inconvénient ridicule. Maître Davis était un maître de la mise en scène judiciaire. Il parlait d'un ton doux et raisonnable. Ses mots étaient soigneusement choisis pour brosser le tableau d'une famille aimante, quoique imparfaite, poussée à ses limites par un fils difficile. Votre honneur, commença-t-il, s'adressant au juge avec une déférence habituelle. Ce que nous avons ici n'est pas une affaire criminelle. C'est une tragédie familiale. Un malentendu né d'une nuit d'émotions exacerbées alimentées par l'alcool des deux côtés. Je me suis raidi, des deux côtés? Je n'avais pas bu une goutte. Cette nuit-là. La famille Jensen, continua-t-il, les désignant d'un large geste de la main, est un pilier respecté de cette communauté. Richard Jensen est un homme d'affaires prospère. Eleanor Jensen est une mère dévouée. Ils ont élevé 2 fils. L'un, Léo, est un jeune homme réussi et extraverti avec une carrière prometteuse. Il fit une pause, laissant son regard se poser sur moi. L'autre, Jacques, est plus compliqué. Il marcha lentement vers le banc du juge. Jacques Jensen est un jeune homme qui, de la vie générale, s'est toujours senti comme un étranger dans sa propre famille. Il a des antécédents de ce que
Sa mère qualifie affectueusement de dramatique. Il sent que ses réalisations sont ignorées. Il sent que son frère est favorisé. Ce sont des sentiments courants dans de nombreuses familles. Votre honneur, la rivalité fraternelle est aussi vieille que le monde. Clara resta parfaitement immobile à côté de moi. Son visage impassible. Elle m'avait prévenu que cela arriverait. Laissez-le parler, avait-elle dit. Il creuse sa propre tombe, continua Davis, sa voix dégoulinant de sympathie. La nuit en question, Léo Jensen admet avoir trop bu. Il admet qu'il y a eu une dispute. Il en est profondément désolé, mais son souvenir et celui de ses parents sont clairs. Jacques, dans un état d'agitation, a glissé sur le liquide renversé et est tragiquement tombé. La blessure qui en a résulté était un accident malheureux. Un accident que M. Jacques Jensen, dans son désir d'attention, a transformé en un récit malveillant d'agression pour punir sa famille pour des affronts perçus depuis des années. Il appela ensuite son seul et unique témoin. Mon cœur se serra. Je savais que cela allait arriver, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Ben se dirigea vers la barre, évitant mon regard. Il avait l'air nerveux, mais résolu. Davis l'interrogea doucement. Monsieur Collins, vous connaissez Jacques Jensen depuis combien de temps? Toute notre vie, dit Ben doucement. Et pendant ce temps, le décririez-vous comme quelqu'un d'émotionnellement stable? Ben hésita. Il peut être intense. Il voit parfois les choses sous un jour négatif. Il peut exagérer les choses. Exagérer les choses, répéta Davis, laissant les mots flotter dans l'air. Merci, monsieur Collins. Pas d'autre question. Clara ne le contre-interrogea pas. Elle le laissa simplement retourner à sa place. Un portrait de la honte. Davis donna son coup de grâce. Votre honneur, il s'agit d'une affaire familiale qui devrait être résolue par la thérapie, pas par des poursuites. Nous vous demandons de rejeter cette demande frivole d'ordonnance restrictive et d'exhorter la famille Jensen à entamer le processus de guérison. Il s'assit. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. De vraies larmes cette fois. Des larmes de soulagement. Elle pensait qu'ils avaient gagné. Richard posa un bras réconfortant autour de Léo. Tout se déroulait comme prévu. La pièce était silencieuse, attendant que le juge valide leur récit sans discuter. Ils me regardaient tous, un mélange de pitié et de triomphe dans leurs yeux. Ils pensaient que j'étais fini. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Clara Vance se leva. Elle n'approcha ni le banc des témoins ni celui du juge. Elle resta simplement à notre table, un pilier de calme dans la pièce tendue. Votre honneur, dit-elle, sa voix claire et régulière, coupant le silence. Le requérant n'a pas de témoin à appeler. Un murmure parcourut le côté de ma famille. Davis eut l'air suffisant. Pas de témoin signifiait pas d'affaire. Cependant, continua Clara, nous aimerions soumettre une pièce à conviction à l'attention du tribunal, un rapport de l'employeur du requérant. Soumis sous scellés fédéraux, article 3509 du titre 18 du Code des États-Unis. Elle s'avança et déposa le mince dossier Manille sur le bureau du greffier, le même dossier que j'avais vu dans mon esprit. Le greffier le remit au juge. Thompson. Davis était debout. Objection, votre honneur. Nous n'avons aucune connaissance de ce rapport. Quelle pertinence l'historique d'emploi de monsieur Jensen pourrait-il avoir sur une dispute familiale? Le juge Thompson leva la main, le faisant taire. Il regardait le sceau rouge sur le dossier. La pertinence, dit le juge lentement, est à ma discrétion, maître Davis, objection rejetée. Il brisa le sceau. Le son fut un doux bruit de déchirure, mais il sembla résonner dans la pièce silencieuse. Il ouvrit le dossier. Ce fut le moment qui se rejoua dans ma mémoire.
J'ai regardé ses yeux parcourir la page. J'ai vu le subtil changement dans sa posture. Il lut pendant ce qui sembla une éternité. Le regard suffisant sur les visages de ma famille commença à vaciller, remplacé par une lueur d'incertitude. Que pouvait bien contenir ce dossier? Finalement, le juge Thompson leva les yeux. Il retira ses lunettes de lecture et les posa délibérément sur le banc. Il regarda ma famille, non pas avec colère, mais avec une sorte de profonde déception fatiguée. « Maître Davis, dit le juge, sa voix ayant maintenant un nouveau ton d'acier. Vous avez dépeint le beau-fils de vos clients comme un jeune homme instable et dramatique occupant un emploi sûr au gouvernement. Ce rapport suggère une image différente. » Il prit le document. Il s'agit d'un rapport de sécurité et médical déposé aux premières heures du 5 juillet. Il indique que les ambulanciers intervenants, dépêchés après l'activation d'un signal de détresse fédéral, ont trouvé M. Jensen semi-conscient avec une blessure perforante compatible avec un tournevis cruciforme. Pas une chute, Alta Eleanor. Le visage de Richard pâlit. Il est en outre indiqué, continua le juge, sa voix s'élevant, qu'un tournevis a été trouvé essuyé sur le comptoir de la cuisine, mais que les tests préliminaires de résidus sanguins dans le siphon de l'évier étaient positifs. Il est également noté que le taux d'alcoolémie de M. Léo Jensen relevé par la police sur les lieux était de 0,16, soit le double de la limite légale. Léo se ratatina sur sa chaise. Le sourire avait disparu depuis longtemps, remplacé par un regard de panique pure. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante de ce rapport, dit le juge Thompson en me regardant directement. Ce rapport comprend également un résumé du dossier de service de Monsieur Jacques Jensen. Il détaille son rôle d'analyste principal des menaces. Il énumère 3 occasions distinctes au cours des 2 dernières années où son analyse directe et son souci du détail ont été déterminants pour prévenir des actes qui auraient entraîné une perte de vies humaines importante sur le sol étranger. Il inclut une félicitation pour sa grâce et sa précision sous une pression extrême. Il posa le papier et se pencha en avant, ses yeux brûlant mes parents. Le petit travail sur que vous avez si désinvoltement écarté implique un niveau d'habilitation de sécurité et de responsabilité que peu de gens dans ce pays n'auront jamais. Le travail que vous avez qualifié d'ennuyeux sauve des vies. Le fils que vous avez qualifié de dramatique est, selon les dires de ses supérieurs, un atout national. Le silence dans la pièce était absolu. La bouche de ma mère était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Richard avait l'air d'avoir été transformé en pierre. Le regard du juge était accablant. Il semble que la précision de votre fils ait sauvé la vie d'autres personnes par le passé. La nuit du 4 juillet, sa précision a activé un signal de détresse alors qu'il se vidait de son sang sur le sol de sa cuisine lui a sauvé la vie. Il prit son marteau. La demande d'ordonnance restrictive permanente est accordée avec effet immédiat. De plus, sur la base des preuves présentées dans ce rapport, je transmets l'intégralité de cette affaire au bureau du procureur de district pour des poursuites pénales pour agression avec une arme mortelle et obstruction à la justice. Le marteau tomba avec un claquement qui fit sursauter tout le monde. Étage M. Léo Jensen, ajouta le juge, sa voix froide comme la glace. C'était le moment. Le moment où les mensonges se sont brisés et la vérité dans toute sa clarté brutale est apparue au grand jour. C'était le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma propre vie. Merci de m'être resté fidèle jusqu'à ce point. Vous êtes incroyable. Si vous pouviez m'aider en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous juste pour que je sache que vous êtes arrivé ici avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que ce que j'ai vécu signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre.
votre soutien est la seule et plus grande raison pour laquelle je peux continuer à partager le reste de ce voyage. Les conséquences furent chaotiques. 2 huissiers se sont dirigés vers Léo. Leur mouvement calme et maîtrisé. L'un d'eux a sorti une paire de menottes. Le clic métallique a résonné dans le silence stupéfait. Le visage de Léo s'est froissé. L'arrogance, la confiance, la certitude de toute une vie qu'il ne pouvait rien faire de mal. Tout s'est évaporé en un instant, remplacé par le regard terrifié et perplexe d'un enfant à qui on avait enfin dit « Non, attendez ». Balbutia-t-il, regardant son père. « Papa, fais quelque chose. » Richard était figé, son visage un masque d'incrédulité. Il regardait de Léo au juge, puis à moi, comme s'il ne pouvait pas traiter la réalité de la situation. Mais Éléanore s'est brisée. Le charme était rompu. Elle s'était lancée, attrapant le bras de Léo alors que l'huissier essayait de le menotter. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon fils. » « C'était un accident, » cria-t-elle, sa voix stridente et hystérique. L'huissier lui a retiré la main avec douceur mais fermeté. « Madame, veuillez reculer. » Elle tourna ses yeux désespérés vers moi. Toute prétention était partie. C'était brutal et primaire. « Jacques, s'il te plaît, dis-leur d'arrêter. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est ton frère. S'il te plaît. » Il ne le pensait pas, ces mots m'ont envahi. Il est ton frère. Le même frère qui m'avait plongé un tournevis dans l'épaule. Le même frère dont elle avait ri des actions. Je l'ai regardé, cette femme qui était ma mère. Et je n'ai rien ressenti. La partie de moi qui avait désiré son amour et son approbation pendant si longtemps était un cratère évidé. Il n'y avait plus rien pour que ses supplications s'accrochent. Je me suis levé. Clara a posé une main rassurante sur mon bras. Je lui ai fait un petit signe de tête pour lui faire savoir que j'allais bien. « Jacques, ne t'éloigne pas de moi », cria Éléanore alors que je me tournais vers les portes de la salle d'audience. « Nous devons parler. Nous sommes une famille. » Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas ralenti mon pas. À chaque pas que je faisais, je pouvais sentir les chaînes invisibles qui m'avaient lié à eux pendant 29 ans tombés. J'ai dépassé Ben qui regardait le sol, son visage livide. J'ai dépassé tante Carole qui avait l'air complètement horrifiée. J'ai dépassé tous les fantômes de mon passé et j'ai poussé les lourdes portes. Le bruit du couloir du tribunal s'est précipité, une vague bienvenue de normalité. Je n'ai pas arrêté de marcher avant d'être dehors sur les marches, respirant l'air libre. Le soleil était éclatant et j'ai dû plisser les yeux. Pour la première fois, ce n'était pas comme une lumière d'interrogatoire. C'était comme un nouveau départ. Derrière moi, je pouvais encore entendre le faible son de ma mère qui criait mon nom. Mais pour la première fois de ma vie, cela n'avait aucun pouvoir sur moi. Quelques jours plus tard, j'étais de retour dans mon appartement temporaire, faisant mes valises. Clara avait appelé. Le procureur portait plainte. Léo était en liberté sous caution, payé par Richard, mais il risquait une condamnation pour crime grave. On a frappé à la porte. Je n'attendais personne. J'ai regardé. Par le Judas. C'était ma mère, seule. Mon premier instinct fut de l'ignorer, de ne pas ouvrir la porte, mais je savais que je devais le faire. C'était le dernier fil à couper. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux étaient en désordre. La façade soigneusement construite de la matriarche parfaite avait disparu. « Jacques » dit-elle, sa voix rauque. « Puis-je entrer » Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis sorti dans le couloir, fermant la porte derrière moi.
Je me suis appuyé contre le cadre, croisant les bras. Que veux-tu, Éléanore? L'utilisation de son prénom la fit tressaillir. Je veux parler, plaida-t-elle. Tout cela est allé trop loin. Ton père et moi, nous avons parlé. Nous sommes prêts à t'aider avec une thérapie. Nous pouvons même créer un fonds fiduciaire, t'aider à prendre un nouveau départ ailleurs. Il suffit que tu retires les accusations. Il faut que tu arrêtes tout ça. J'ai écouté. Mon expression était illisible. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était une négociation. Il pensait que ma douleur et mes principes avaient un prix. Une bataille pour la garde de mon âme, et il pensait qu'il pouvait simplement me racheter. Un fonds fiduciaire, ai-je répété, ma voix neutre. Vous voulez me payer pour que je fasse comme si cela n'était jamais arrivé? Ce n'est pas ça. Insista-t-elle, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Il s'agit de guérison. Il s'agit de reconstituer notre famille. Ton frère pourrait aller en prison, Jacques. La prison? Sa vie sera ruinée. Sa vie a été ruinée au moment où il a décidé d'être le genre de personne qui poignarderait son frère et mentirait ensuite à ce sujet, ai-je dit. Sa vie a été ruinée au moment où vous avez décidé de le laisser faire, de le protéger, de rire pendant que je saignais par terre. Je ne riais pas de toi, cria-t-elle, une nouvelle note de désespoir dans sa voix. J'étais nerveuse. Je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais que tu faisais juste du drame. Il y avait encore ce mot dramatique. C'est le problème, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Tu ne m'as jamais cru. Pas une seule fois dans toute ma vie. Tu ne m'as jamais vu. Tu n'as vu que le frère de Léo, le bizarre, le sérieux, le dramatique. J'ai fait un pas de plus. Et pour la première fois, elle a eu peur de moi. Je n'ai plus besoin que tu comprennes mon travail. Je n'ai plus besoin que tu sois fier de moi. J'avais juste besoin que tu sois ma mère. Et quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu as échoué. Je me suis retourné et j'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Alors, non, ai-je dit, la regardant une dernière fois. Je ne retirerai pas les accusations. Il ne s'agit plus de famille. Il s'agit de conséquences. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai fermé la porte, la verrouillant derrière moi. Je me suis appuyé contre elle, écoutant alors qu'elle restait dans le couloir un long moment. Puis, enfin, j'ai entendu le son de ses pas s'éloignant. Le dernier son définitif de mon passé qui s'en allait. Une année peut tout changer. J'étais dans mon nouveau bureau. Il était 2 fois plus grand que mon ancien box et avait une fenêtre qui donnait sur la ville tentaculaire et énergique que j'appelais maintenant mon foyer. Après le procès, Léo a été reconnu coupable d'agression aggravée et condamné à 3 ans, bien qu'il serait probablement libéré sur parole dans 18 mois. Le directeur Coleman m'avait appelé. Il m'a offert une promotion, chef de ma propre équipe d'analyse des menaces, une nouvelle ville, un nouveau départ, une nouvelle vie. Je l'ai accepté sans hésiter. Ma nouvelle vie était calme, mais c'était la mienne. J'avais un petit cercle d'amis du travail, des gens qui me respectaient pour mon intelligence, pas pour ma famille. Nous allions prendre un verre après le travail, parler de flux de données et de tensions géopolitiques, et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'appartenir à quelque part. Je n'étais plus un fantôme dans la maison de quelqu'un d'autre. Un samedi matin, je triais mon courrier quand j'ai vu une lettre avec une adresse d'expéditeur familière. Elle venait de mon ancien quartier, mais ce n'était pas de ma famille. Le nom dessus était Martha Gable. Il m'a fallu un instant pour la situer. Madame Gable, la vieille femme qui vivait à côté, qui s'occupait toujours de ses roses. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Son écriture était tremblante. L'écriture
De quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'il fallait dire. Cher Jacques, commença-t-elle. Je vous écris parce que j'ai une confession à faire et une conscience qui ne me laisse pas en paix. Je suis tellement désolé. La nuit où vous avez été blessé, j'étais éveillé. Là tous deux. Mon mari était fort et je me levais pour lui chercher de l'eau. Ma fenêtre de cuisine fait face à la vôtre. J'ai entendu les cris. J'ai honte de dire que j'ai écouté. J'ai entendu votre frère vous dire des choses terribles et cruelles. Et puis j'ai entendu le fracas et je vous ai entendu crier. C'était un son de vraie douleur et cela m'a effrayé. J'ai voulu appeler la police. J'ai tendu la main vers le téléphone, mais ensuite j'ai entendu vos parents. Je les ai entendus vous dire d'arrêter d'être dramatique et j'ai entendu votre mère rire. À ce moment-là, j'ai été lâche. Les Jensen étaient une famille puissante dans le quartier. Votre beau-père avait beaucoup d'influence. J'avais peur de m'impliquer, peur de causer des problèmes à ma propre famille. Alors, je n'ai rien fait. Je suis retourné me coucher et j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai lu l'article sur le procès dans le journal. J'ai lu que vous aviez obtenu justice et j'ai été tellement soulagé. Mais mon silence m'a hanté chaque jour de cette dernière année. Je vous écris maintenant non pas pour demander votre pardon car je ne le mérite pas, mais pour vous dire que vous n'étiez pas fou. Vous ne faisiez pas de drame. Je l'ai entendu. Je connais la vérité. Et je vivrai avec la honte de ma lâcheté pour le reste de mes jours. J'espère que vous avez trouvé la paix. Sincèrement, Martha Gable. J'ai lu la lettre 2 fois, puis une troisième. Je me suis enfoncé dans une chaise, le morceau de papier tremblant dans ma main. C'était une confirmation externe de tout ce que je savais être vrai. Une autre voix dans l'univers qui validait ma réalité. Je ne cherchais plus la vengeance ou la rétribution. Ce feu s'était éteint, laissant derrière lui un sentiment de paix tranquille. Mais cette lettre, c'était différent. C'était un cadeau. C'était le dernier murmure silencieux de la vérité qui a fait taire le dernier écho de doute dans mon propre esprit. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Avec mes documents les plus importants. C'était un rappel que la vérité, peu importe le temps que cela prend, trouve toujours son chemin vers la lumière. La vie continue. Les arêtes vives du traumatisme s'adoucissent avec le temps, devenant des cicatrices plutôt que des plaies ouvertes. Je m'installais dans mon rôle de chef d'équipe. Le travail était stimulant, épanouissant. Mon passé me semblait une histoire arrivée à quelqu'un d'autre. Un soir, je faisais un peu de nettoyage numérique, supprimant de vieux fichiers d'un disque dur externe que j'avais utilisé à l'université. J'étais sur le point d'effacer un dossier intitulé Divers familles quand la curiosité l'a emporté sur moi. Il s'agissait principalement de vieilles photos, de documents scannés pour des candidatures scolaires. Mais un sous-dossier a attiré mon attention, transfert de mai. J'ai cliqué dessus. C'était un fouillis de vieux emails en chaîne, de blagues, de cousins et de newsletters. J'étais sur le point de tout supprimer quand j'ai vu un objet qui m'a glacé le sang, urgent, concernant l'action disciplinaire de Léo Jensen. L'email datait d'il y a 10 ans. Il venait de ma mère à ma tante. Ma mère avait transféré une conversation qu'elle avait eue avec Richard. Et Richard avait transféré une conversation qu'il avait eue avec le directeur d'un pensionnat privé, où Léo avait passé un semestre quand il avait 17 ans. Mais doigt était engourdi en ouvrant le message original. Il venait du directeur. Au beau-père, Monsieur Jensen. Il disait, je vous écris pour vous informer de la décision finale du conseil suite à l'incident de mardi dernier au cours duquel Léo a agressé un autre élève dans le dortoir, causant une fracture du poignet au garçon. Nous n'avons pas d'autre choix que de l'expulser définitivement. Ce
Genre de comportement violent et non provoqué est inacceptable et nous ne pouvons pas risquer la sécurité de nos autres élèves. Nous avons gardé l'affaire interne comme vous l'avez demandé pour éviter toute implication policière, mais notre décision est irréversible. J'ai continué à lire, faisant défiler la chaîne. L'email suivant venait de Richard à ma mère. Eleanor, je m'en suis occupé. J'ai fait un don significatif au fonds sportif de l'école. Ils ont accepté de modifier son dossier en retrait pour raisons personnelles. Aucune marque permanente. Nous dirons juste à tout le monde que l'école ne lui convenait pas. Il est crucial que personne ne le sache. Un casier judiciaire le poursuivrait à jamais. C'est un bon enfant. Il a juste un tempérament. Il mérite une ardoise propre. Et enfin, l'email de ma mère à sa sœur, tante Carole. Carole, tu ne croiras pas le cauchemar que nous venons de traverser. Richard est un faiseur de miracles. Il a tout arrangé. Cet autre garçon provoquait Léo. Bien sûr, Léo ne ferait jamais de mal à personne sans raison. Nous devons le protéger. Il est destiné à de grandes choses, et nous ne pouvons pas laisser une erreur de jeunesse faire dérailler son avenir. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la lumière de l'écran éclairant mon visage stupéfait. Tout était là, noir sur blanc. Ils avaient su. Pendant une décennie, ils avaient su que Léo était capable de ce genre de violence. Ils savaient qu'il avait des antécédents. Et ils ne l'ont pas seulement ignoré. Ils ont activement conspiré pour le dissimuler. Ils ont utilisé leur argent et leur influence pour enterrer la vérité, pour protéger l'enfant prodige et lui frayer un chemin, laissant une victime avec un poignet cassé derrière lui. Mon agression n'était pas une aberration. C'était un modèle. Et ma famille n'était pas seulement des facilitateurs passifs. Ils étaient des complices actifs. Toutes les années que j'avais passé à me demander ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je me sentais si déconnecté, pourquoi ils me traitaient de cette façon, tout s'est mis en place. Il ne s'agissait pas du tout de moi. Il ne s'agissait jamais de moi. Il s'agissait de préserver l'image parfaite de leur fils parfait à tout prix. Même si le coup était un autre os cassé, une autre victime traumatisée. Même si le coup, c'était moi, je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais un sentiment de clarté profond et glaçant. Tout espoir subconscient persistant que j'avais pour une future réconciliation, pour des excuses de son lit de mort, pour qu'il voie un jour la lumière, tout a disparu. On ne peut pas réparer ce qui est fondamentalement brisé. On ne peut pas guérir des gens qui refusent de voir qu'ils sont la source du poison. J'ai glissé tout le fichier de mai dans la corbeille numérique et j'ai cliqué sur vider. Il était temps de sortir les poubelles. La ville où je vis maintenant a un rythme, un pouls régulier de trafic, de sirènes et de vie que je trouve réconfortant. C'est un rappel que le monde est vaste, rempli de millions d'histoires, et la mienne n'en est qu'une. Ce n'est plus l'opéra dévorant de mon enfance. C'est juste un chapitre, et ce chapitre est maintenant clos. J'étais à mon bureau un matin, sirotant mon café et regardant par la fenêtre la ville s'éveiller en contrebas quand une notification est apparue sur mon écran. Un nouvel email. L'objet était simple, je suis désolé. L'expéditeur était Eleanor Jensen. Il y a 1 an, il y a 2 ans, mon cœur aurait bondi dans ma gorge. Je l'aurais ouvert avec des mains tremblantes. Désespéré de lire les mots de contrition, les excuses que j'avais désirées toute ma vie. J'aurais disséqué chaque phrase, cherchant la sincérité, une lueur d'espoir que la mère que j'avais toujours voulu émerger enfin. Mais aujourd'hui, je l'ai juste regardé. J'ai pensé aux années où l'on m'avait fait sentir invisible. J'ai pensé au rire du haut des escaliers. J'ai pensé aux mensonges calculés dans la chambre d'hôpital.
Et j'ai pensé à l'email d'il y a 10 ans, la preuve que ce n'était jamais une erreur, mais un choix qu'il avait fait encore et encore. Que pourrait-elle bien dire qui changerait quoi que ce soit à cela? Quelle combinaison de mots pourrait annuler une vie d'action délibérée? Des excuses sans changement de comportement n'est que de la manipulation. Et j'en avais fini d'être manipulé. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de haine. Je ressentais juste que c'était fini. L'histoire était terminée. Le verdict était tombé. Non seulement le verdict du juge, mais le mien. Ils étaient qui ils étaient, et j'étais qui j'étais. Forgés dans le feu de leur négligence, mais plus fort grâce à elle. J'ai déplacé mon curseur sur l'email. Je n'ai pas cliqué pour l'ouvrir. Je n'ai pas cliqué sur supprimer. J'ai cliqué sur archiver. Je l'ai envoyé, non lu, dans une boîte numérique où il pouvait prendre la poussière avec le reste du passé. Ce n'était pas un geste de colère. C'était un geste de paix. Ces mots, quels qu'ils soient, n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Ma guérison ne dépendait pas de ces excuses. Ma valeur ne dépendait pas de sa validation. J'ai pris une autre gorgée de mon café. Le soleil était maintenant pleinement levé, scintillant sur les tours de verre de la ville. Ma ville à ma porte, une vie que je m'étais construite m'attendait. Une vie basée sur la vérité, le respect et la paix. Tranquille, durement gagnée. Et j'étais prêt à la vivre. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. C'est une chose étrange. Trouvez de la force dans les moments qui sont censés vous briser. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre votre famille et votre propre vérité? Partagez votre histoire dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va arriver.